The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour mesdames et messieurs. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. Merci Monsieur le Président. Situation en République démocratique du Congo. Affaire le procureur contre Germain Katanga. Référence de l'affaire ICC 01 04 01 07. Nous sommes en audience publique. Je vous remercie. Je souhaiterais demander au représentant légal des victimes, au bureau du Conseil public pour les victimes, au conseil de M. Katanga et au fonds au profit des victimes de se présenter pour le compte-rendu d'audience. Le représentant légal des victimes, veuillez vous présenter. Je voudrais noter au préalable que le représentant légal est actuellement au bureau extérieur de la Cour pénale internationale à Bunia, d'où il suivra le prononcé de la présente ordonnance de réparation qu'il présentera ensuite à un groupe élargi de victimes. Je vous en prie. Honorable Monsieur le Président, honorable juge, comme vous venez de le dire, donc, je suis l'audience à partir de Bunia, accompagné de l'assistant juridique de l'équipe, Maître Maître Flora Mbouyou Angelani. Et à la salle d'audience sur place à La Haye, il y a l'assistant juridique de l'équipe, Maître Gilles Goffin, et le gestionnaire du dossier, Mademoiselle Nadia Galigné. À nos côtés, ici à Bunia, nous sommes accompagnés d'un groupe de 5 victimes choisis de manière représentative, dont 3 hommes et 2 femmes. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir passé la parole. Merci, Maître. Le bureau du Conseil public pour les victimes, veuillez vous présenter. Bonjour Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge. Le bureau du Conseil public pour les victimes a été récemment désigné pour représenter certains demandeurs non représentés dans cette procédure. Aujourd'hui, l'équipe du bureau est composée comme suit. Monsieur Orcholan Naransetseg, juriste. Monsieur Alexis Larivière, juriste adjoint. Et moi-même, Paulina Massida, conseil principal. Je vous remercie. Le conseil de M. Katanga, veuillez vous présenter. Je note au préalable que M. Katanga doit être en train de suivre le prononcé de la présente ordonnance de réparation à travers une liaison vidéo avec la prison de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Maître. Good morning. Maître Hooper, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Si j'ai bien compris, Monsieur Katanga nous suit depuis une liaison vidéo depuis la prison de Makala à Kinshasa. Il est représenté aujourd'hui par moi-même, David Hooper, Caroline Bouzman et Sophie Ménégon. Je vous remercie, Maître. Le fonds au profit des victimes, veuillez vous présenter. La victime aujourd'hui est représentée par moi-même, Peter Deban, directeur exécutif. Je vous remercie. Voilà, je voudrais aujourd'hui commencer par rappeler brièvement l'historique de la procédure dans notre affaire. La Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale
rappelle qu'elle a été saisie par la présidence dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga de la procédure en réparation en vertu de l'article 75 du statut. Cette affaire fait suite à l'attaque qui s'est déroulée le 24 février 2003 à Bogoro, en Ituri, en République démocratique du Congo. Le 8 mai 2015, la Chambre a ordonné au représentant légal, en consultation avec le greffe, de regrouper et de déposer, au plus tard le 1er octobre 2015, toutes les demandes de participation ou de réparation initialement présentées par les victimes participantes et par les demandeurs en réparation, accompagnées dans la mesure du possible de pièces justificatives attestant notamment de l'étendue du préjudice subi et du lien de causalité entre le préjudice allégué et le préjudice commis. La Chambre a demandé au greffe de transmettre à la Chambre et aux parties, en version expurgée, toute autre demande en réparation provenant de personnes qui ne se seraient pas encore fait connaître, en y incluant également, dans la mesure du possible, des pièces justificatives étayant leur demande. Elle a demandé au représentant légal de représenter tous les demandeurs en réparation qui seraient potentiellement identifiés par la suite. Entre le 12 novembre 2015 et le 29 février 2016, le représentant légal des victimes a déposé auprès du greffe et lui a transmis un total de 304 demandes en réparation. La défense a déposé des observations générales sur les 304 demandes en réparation et des observations spécifiques à chacune de ces demandes. Le 6 septembre 2016, la Chambre a décidé de considérer 38 dossiers de personnes auxquels la Chambre de première instance 2, dans sa composition antérieure, avait reconnu la qualité de victime participant au procès à l'encontre de M. Katanga, ainsi que les formulaires de 3 individus ayant déposé une demande en réparation en 2008. Le 20 septembre 2016, la défense a déposé des observations sur ces dossiers. Je tiens à souligner que l'ordonnance de réparation qui est rendue aujourd'hui en vertu de l'article 75.2 du statut est fondée sur les 341 demandes en réparation. La Chambre rappelle que la procédure en réparation a pour but d'obliger les responsables de crimes graves à réparer le préjudice qu'ils ont causé aux victimes et de permettre à la Cour de s'assurer que les criminels répondent de leurs actes. Par cette procédure, la Cour reconnaît publiquement les souffrances causées aux victimes par les crimes graves commis par la personne déclarée coupable et rend justice aux victimes en atténuant autant que possible les conséquences des actes illicites. À cet effet, la Chambre rappelle que la Cour doit mettre tout en œuvre afin d'assurer que les réparations soient significatives pour les victimes et qu'elles obtiennent autant que possible des réparations qui soient appropriées, adéquates et rapides. Il est par ailleurs primordial que les réparations soient accordées aux victimes, je cite, sans distinction défavorable fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions publiques ou autres, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité. Fin de citation. Je tiens à relever que bien que la procédure en réparation soit contradictoire, les parties à la procédure, à savoir le représentant légal et la défense, ont collaboré tout au long de celle-ci afin de permettre son aboutissement dans les meilleurs délais. Et je voudrais, avec mes collègues, les en remercier. Étant donné qu'il s'agit d'une ordonnance de réparation couvrant l'ensemble de questions liées aux réparations, la Chambre a choisi de faire une présentation complète de son approche dans cette audience publique.
Cette présentation constitue un résumé de l'ordonnance de réparation, reprenant les points les plus importants du raisonnement de la Chambre de première instance. Seul le texte de l'ordonnance dans son entièreté fait foi et lit la Cour. La Chambre est également consciente du fait que cette audience va être suivie par un certain nombre de victimes et qu'elle les concerne directement. Elle s'est donc efforcée de mettre en valeur les questions auxquelles elle a entendu apporter des réponses. Avant de passer à la lecture du résumé de l'ordonnance de réparation, je voudrais porter à l'attention de chacun que l'ordonnance de réparation se présente en deux parties. La première partie, le document principal, contient les principes qui ont guidé la procédure en réparation, en l'espèce, l'approche que la Chambre de première instance 2 a adoptée afin d'analyser individuellement chacune des 341 demandes en réparation qui lui ont été présentées. Ce document principal débouche sur un dispositif qui contient les décisions de la Chambre. Une deuxième partie est constituée de l'analyse individuelle des 341 demandes en réparation. Elle comporte plus de 1000 pages. Pour des raisons pratiques, elle est placée dans un document annexe au document principal. Ce document est classé pour le moment confidentiel ex parte afin de protéger l'identité des demandeurs en réparation. Il sera publiquement accessible ultérieurement avec les expurgations nécessaires telles qu'elles auront été adoptées par la Chambre sur la base des propositions des parties. Quelques mots en premier lieu sur le contexte de l'affaire Katanga. L'attaque de Bogoro s'est produite le 24 février 2003. Le village de Bogoro, en Ituri, est situé à l'intersection des localités de Bagaya et de Dodoy. Il est le chef-lieu du groupement de Babiaz qui fait partie de la collectivité de Bahema Sud. La Chambre de première instance 2, dans sa composition antérieure, a estimé qu'au moins 800 civils vivaient à Bogoro en 2003. Dans son jugement en date du 7 mars 2014, portant condamnation de M. Katanga, la Chambre a constaté, je la cite, « Au-delà de tout doute raisonnable, le caractère significatif de la contribution intentionnelle que M. Katanga a apportée au crime de meurtre, constitutif de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'attaque contre des civils, de destruction de biens et de pillage constitutifs de crimes de guerre, et ce, en pleine connaissance de l'intention du groupe de les commettre. » Fin de citation. La Chambre a alors déclaré M. Katanga coupable, au sens de l'article 25.3d du statut, à la majorité, de complicité de crime commis le 24 février 2003 à Bogoro, de meurtre constitutif de crimes contre l'humanité, de meurtre constitutif de crimes de guerre, d'attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutives de crimes de guerre, de destruction des biens de l'ennemi constitutifs de crimes de guerre et de pillage constitutif de crimes de guerre. La Chambre a déclaré M. Katanga non coupable, au sens de l'article 25.3d du statut, à l'unanimité, de complicité des crimes de viol et esclavage sexuel constitutifs de crimes contre l'humanité et de viol et esclavage sexuel constitutifs de crimes de guerre. La Chambre a déclaré M. Katanga non coupable, au sens de l'article 25.3a du statut, à l'unanimité, du crime d'utilisation des enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutives de crimes de guerre. Quels sont maintenant les 5 critères essentiels d'une ordonnance de réparation qui ont guidé l'approche générale de la Chambre? La Chambre rappelle qu'une ordonnance de réparation en vertu de l'article 75.2 du statut doit répondre au minimum à 5 critères essentiels tels qu'ils ont été définis par la Chambre d'appel. Premièrement,
L'ordonnance de réparation doit être rendue à l'encontre de la personne déclarée coupable. Deuxièmement, la Chambre doit indiquer quelles sont les victimes admises à bénéficier des réparations accordées ou fixer les critères d'admissibilité sur base d'un lien entre le préjudice subi par les victimes et les crimes dont la personne a été déclarée coupable. Troisièmement, la Chambre doit définir le préjudice causé aux victimes du fait des crimes dont la personne a été déclarée coupable. À cet égard, la Chambre note que l'évaluation de l'ampleur du préjudice causé aux victimes aux fins de définir la nature ou l'importance des réparations à octroyer peut être effectuée par une chambre de première instance dans l'ordonnance de réparation ou être effectuée par le Fonds pour les victimes une fois l'ordonnance de réparation rendue. Quatrièmement, la Chambre doit établir la responsabilité de la personne déclarée coupable en matière de réparation et l'informer de cette responsabilité. Cela signifie que la Chambre doit préciser la portée de cette responsabilité en fixant le montant monétaire qui incombe à la personne déclarée coupable à ce titre. À cet égard, la Chambre note que la responsabilité en matière de réparation d'une personne déclarée coupable se fonde sur et qu'elle est limitée au préjudice causé par les crimes pour lesquels la personne a été reconnue coupable. La Chambre d'appel a par ailleurs souligné qu'il est incontestable qu'une personne faisant l'objet d'une ordonnance de réparation doit connaître la portée exacte des obligations qui lui incombent du fait de cette ordonnance, compte tenu en particulier du droit qui en découle de faire appel en vertu de l'article 82.4 du statut. La portée des obligations de la personne doit être définie par la Chambre concernée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cinquièmement, la Chambre doit préciser et motiver le type de réparation ordonnée, qu'elle soit collective, individuelle ou les deux, conformément aux règles 97.1 et 98 du règlement de procédure et de preuve. Elle doit aussi indiquer les modalités de réparation que la Chambre juge appropriées sur la base des circonstances particulières de l'affaire en l'espèce. Dans les circonstances propres à la présente affaire, la Chambre considère que l'approche la plus appropriée est d'effectuer une analyse individuelle des demandes en réparation qui ont été présentées par les demandeurs. Sur la base de l'analyse individuelle des demandes en réparation qui lui ont été présentées et de la valeur de chacun des préjudices qu'elle retient, la Chambre considère qu'elle est en mesure d'évaluer l'ampleur du préjudice causé à chacune des victimes. Sur la base notamment de son évaluation de l'ampleur totale du préjudice subi par les demandeurs, la Chambre détermine le montant incombant à M. Katanga à titre de réparation. La Chambre estime que cette approche lui permet d'établir ensuite, de manière juste et équitable, la responsabilité de M. Katanga en matière de réparation et, de ce fait, le montant des réparations à sa charge. À l'issue de cette démarche, les parties ont la possibilité d'exercer leur droit d'appel en vertu de l'article 82.4 du statut de manière exhaustive. Comment la Chambre a-t-elle donc opéré ? La Chambre analyse individuellement chacune des 345 demandes en réparation qui lui ont été présentées à la lumière des conditions prescrites par la règle 85 du règlement de procédure et de preuve et de la jurisprudence de la Cour, afin de se prononcer sur le statut de victime des demandeurs aux fins des réparations. Quels sont les critères de preuve que la Chambre a retenus ? La Chambre rappelle qu'il revient au demandeur sollicitant des réparations de présenter la preuve suffisante de son identité, du préjudice qu'il a subi et du lien de causalité entre le dit préjudice et le crime pour lequel la personne a été reconnue coupable. Pour déterminer la norme
d'administration de la preuve applicable à la procédure en réparation, la Chambre tient compte des caractéristiques de l'affaire, en particulier des difficultés auxquelles se heurtent les victimes pour obtenir des preuves étayant leur demande en réparation en raison de la destruction ou de l'indisponibilité de telles preuves dans le contexte applicable. En l'espèce, la Chambre rappelle que l'attaque de Bogoro a eu lieu il y a 14 ans. La règle 94.1 du règlement de procédure et de preuve stipule que les demandes en réparation présentées par les victimes en vertu de l'article 75 du statut doivent contenir les indications ou éléments suivants. Premièrement, les noms, prénoms et adresses du requérant. Deuxièmement, la description du dommage, de la perte ou du préjudice. Troisièmement, le lieu et la date de l'incident et, dans la mesure du possible, les noms et prénoms de la personne ou des personnes que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice. Quatrièmement, le cas échéant, la description des avoirs, biens ou autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée. Cinquièmement, une demande d'indemnisation. Sixièmement, une demande de réhabilitation ou de réparation sous d'autres formes. Septièmement, dans la mesure du possible, toute pièce justificative, notamment les noms et adresses des témoins. La Chambre rappelle que dans cette phase de la procédure, les victimes doivent démontrer leurs allégations sur la base de l'hypothèse la plus probable, qui est une norme d'administration plus souple que la norme dite au-delà de tout doute raisonnable, telle qu'elle est appliquée dans la phase pénale. En outre, la Chambre note que la règle 94.1g du règlement de procédure et de preuve requiert que les victimes produisent des pièces justificatives à l'appui de leur demande en réparation, je la cite, dans la mesure du possible. Aux yeux de la Chambre, cette règle tient compte des difficultés rencontrées par les victimes afin de réunir des pièces justificatives et notamment du temps qui s'est écoulé depuis la commission des crimes en question. Dans ces circonstances, et considérant la pratique de la Cour interaméricaine et de certains mécanismes de justice transitionnelle, la Chambre estime qu'il est approprié pour elle d'avoir recours à des présomptions et de se fonder sur des preuves indirectes afin d'établir certains faits dans la présente affaire. J'en viens maintenant à la méthode que la Chambre a retenue dans l'analyse des préjudices allégués par les demandeurs. La Chambre rappelle qu'elle doit définir le préjudice causé aux personnes physiques et le dommage causé aux personnes morales qui résulte de la commission d'un ou de plusieurs crimes par la personne reconnue coupable. Pour ce faire, la Chambre identifie les préjudices allégués par les demandeurs dans leur demande en réparation. Ensuite, elle détermine si ceux-ci sont des préjudices découlant des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable en se référant au jugement rendu en application de l'article 74 du statut et à la décision relative à la peine. La Chambre constate que les demandes en réparation présentées par les demandeurs comportent des allégations concernant des préjudices matériels, physiques, psychologiques et sui generis. La Chambre rappelle que la notion de préjudice, au sens de la règle 85A du règlement de procédure et de preuve, désigne une blessure, une perte ou un dommage. Elle recouvre la notion de tort, d'atteinte ou de dommage. En outre, la Chambre rappelle que les préjudices matériels, physiques ou psychologiques sont autant de formes de préjudice visées par la règle 85 du règlement de procédure et de preuve, dès lors que la victime en souffre personnellement. La Chambre rappelle que la question de savoir si une personne a subi ou non un préjudice qui résulte de la commission d'un ou plusieurs crimes par la personne reconnue coupable se trouve donc être une victime aux yeux de la Cour, doit être tranchée au vu des circonstances.
J'en viens maintenant aux aspects concrets de notre affaire. Quels sont les préjudices découlant des crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné et qui ont été retenus par la Chambre? Il s'agit en premier lieu du préjudice matériel. Je commencerai par citer la destruction des maisons, des annexes aux maisons et des locaux professionnels. La Chambre observe que dans leur demande en réparation, les demandeurs allèguent de manière générale avoir subi lors de l'attaque de Bogoro des préjudices matériels du fait de la destruction de leurs maisons, des annexes aux maisons et des locaux professionnels. Dès lors, la Chambre estime que sous réserve des circonstances particulières, confirmées par l'analyse individuelle des demandes en réparation et par les observations de la défense, le préjudice matériel du fait de la destruction d'une maison, d'une annexe ou d'un local professionnel est établi sur la base de l'hypothèse la plus probable. Deuxième catégorie de préjudice matériel, le pillage des meubles, des affaires personnelles et de la marchandise. La Chambre observe que, dans leur demande en réparation, les demandeurs allèguent avoir subi des préjudices matériels du fait du pillage de leurs meubles et d'autres objets personnels, ainsi que de la marchandise. La Chambre estime qu'il est raisonnable de présumer que la grande majorité des personnes qui vivaient à Bogoro possédaient des biens essentiels à leur vie quotidienne et qu'en raison de la destruction de leurs maisons, des annexes aux maisons et de leurs locaux professionnels durant l'attaque de Bogoro, les biens qui se trouvaient à l'intérieur ont été pillés ou détruits. Dès lors, la Chambre considère que dès le moment où le demandeur a établi avoir subi un préjudice matériel du fait de la destruction d'une maison, d'une annexe à une maison ou d'un local professionnel, le préjudice matériel du fait du pillage de meubles, d'affaires personnelles ou de marchandises est présumé établi sans qu'aucun autre élément de preuve spécifique ne soit apporté. S'agissant du demandeur qui allègue la destruction ou le pillage d'affaires personnelles essentielles à sa vie quotidienne uniquement, la Chambre considère que ce préjudice est présumé établi lorsque, du fait d'un faisceau d'indices, le demandeur démontre qu'il était présent à Bogoro lors de l'attaque de Bogoro ou vivait à Bogoro à ce moment-là. Troisième catégorie de préjudice matériel, le pillage du bétail, la destruction des champs ou des récoltes ou le pillage des récoltes. La Chambre observe que dans leur demande en réparation, les demandeurs allèguent avoir subi un préjudice matériel du fait du pillage de leur bétail ou d'autres animaux, ainsi que de la destruction de leurs champs, de leurs récoltes et du pillage de leurs récoltes. Au vu de l'importance de l'agriculture et de l'élevage dans la société locale, il est raisonnable de présumer que la grande majorité des habitants de Bogoro possédaient du bétail et ou des champs pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il s'ensuit qu'il est plus probable qu'improbable qu'avec la destruction des maisons durant l'attaque de Bogoro, le bétail ainsi que les champs et les récoltes ont également été pillés ou détruits. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que dès le moment où le demandeur a établi un préjudice du fait de la destruction d'une maison, le préjudice matériel du fait du pillage du bétail ou d'autres animaux, ainsi que de la destruction des champs et des récoltes ou le pillage des récoltes, est présumé sans qu'un autre élément de preuve spécifique soit apporté. S'agissant de l'étendue de préjudice allégué, la Chambre n'est pas en mesure de déterminer dans la plupart des cas le type et la quantité de bétail pillé, la superficie des champs détruits ou le type et la quantité des récoltes pillées, faute d'éléments de preuve précis. Par conséquent, la Chambre considère que ces préjudices sont en règle générale équivalents à une consommation personnelle. J'en viens maintenant au préjudice psychologique.
La Chambre estime que pour établir sur la base de l'hypothèse la plus probable un préjudice psychologique du fait du décès d'un parent ou d'un proche des suites de l'attaque de Bogoro, le demandeur doit démontrer, premièrement, le décès d'une personne lors de l'attaque de Bogoro, deuxièmement, le lien de parenté entre le demandeur et la victime directe. En conséquence, à partir du moment où le décès durant l'attaque de Bogoro de la victime directe et le lien de parenté entre la victime directe et le demandeur sont établis à la lumière de l'ensemble des pièces et éléments de preuve fournis au soutien de la demande en réparation, le lien personnel est étroit et, en conséquence, le préjudice psychologique du fait du décès d'un proche est présumé établi. La Chambre a considéré que chacun des demandeurs ayant démontré avoir subi un préjudice quelconque à la suite de l'attaque de Bogoro ou avoir été présent à l'occasion de l'attaque de Bogoro a subi un préjudice psychologique lié à l'attaque de Bogoro. Chacun des demandeurs ayant démontré avoir subi un préjudice quelconque à la suite de l'attaque de Bogoro ou avoir été présent à l'occasion de l'attaque de Bogoro a subi un préjudice psychologique lié à l'attaque de Bogoro. La Chambre en a fait constater que les circonstances de l'attaque de Bogoro étaient de nature à susciter des traumatismes de tous ordres chez les victimes de cette attaque. Elle a pris en outre acte du fait qu'il était difficile de procéder à un examen individuel de la situation psychologique de chacune d'entre elles. Dès lors, la Chambre a considéré qu'il était raisonnable de présumer que la totalité des 295 demandeurs admis comme victimes ont subi un préjudice psychologique lié à l'attaque de Bogoro. Dernière catégorie de préjudice, le préjudice physique. La Chambre observe que dans leur demande en réparation, certains demandeurs allèguent avoir subi un préjudice physique lors de l'attaque de Bogoro. La Chambre note qu'à l'appui de leurs allégations, les demandeurs ont produit pour la plupart des rapports médicaux d'origine diverse. Cependant, la Chambre constate qu'en règle générale, les documents présentés par les demandeurs ne précisent pas clairement que la blessure a eu lieu lors de l'attaque de Bogoro. Il en ressort que, dans la plupart des cas, le lien de causalité n'a pas été établi au standard de preuve requis. Quelles conclusions la Chambre retient-elle sur l'analyse individuelle des demandes en réparation? La Chambre a reçu au total 345 demandes en réparation. La Chambre a procédé à une analyse individuelle de chacune de ces demandes. Pour des raisons de lisibilité et de présentation, les analyses des demandes individuelles sont placées dans l'annexe 2 de la présente ordonnance de réparation. La Chambre a retenu que 297 demandeurs ont démontré sur la base de l'hypothèse la plus probable être une victime des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable et, dès lors, ont droit aux réparations que la Chambre ordonne dans la présente ordonnance de réparation. Comment la Chambre a-t-elle procédé à l'évaluation de l'ampleur du préjudice? La Chambre considère que l'ampleur du préjudice subi par les victimes aux fins de réparation dans la présente affaire et au vu des 341 demandes de réparation qui lui ont été présentées correspond à la somme de l'ensemble de tous les préjudices que la Chambre a reconnus. Dès lors, la Chambre entend procéder à une évaluation de la valeur monétaire de chacun des types de préjudices qu'elle a définis, afin de déterminer par la suite le montant monétaire incombant à M. Katanga en matière de réparation. La Chambre est consciente de la disparité entre la valeur des biens perdus à l'époque des faits et leur valeur actuelle. Elle est consciente de la difficulté d'apporter la preuve de la valeur des biens détruits au moment de l'attaque de Bogoro. Elle considère qu'il convient d'évaluer les préjudices au jour du jugement, c'est-à-dire aujourd'hui. Dans quel contexte les préjudices subis par les victimes de M. Katanga se sont-ils produits?
la Chambre considère que l'évaluation monétaire des préjudices patrimoniaux ne peut se départir du contexte économique de la région de l'Ituri et plus précisément du village de Bogoro. À cette fin, la Chambre a sollicité les parties et le Fonds au profit des victimes afin qu'ils soumettent des observations relatives au prix sur le marché local des biens dont la destruction est alléguée par les victimes. En revanche, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, la Chambre considère qu'il n'est pas pertinent de prendre en compte la situation économique de l'Ituri pour déterminer le montant des réparations octroyées. L'évaluation monétaire du préjudice psychologique résultant de la terrible expérience vécue par les victimes au moment de l'attaque, ainsi que du préjudice psychologique résultant de la perte d'un être cher, ne peut en aucun cas être conditionné par la situation économique des victimes. Quelle est l'évaluation de la valeur monétaire de chacun des préjudices que la Chambre a reconnus? Et je me départis du texte de notre ordonnance pour dire, à titre de précaution, que, avant d'exposer la valeur monétaire des préjudices retenus par la Chambre, il convient de souligner que les chiffres mentionnés ci-après sont ceux dont la Chambre s'est servie pour calculer l'ampleur totale du préjudice subi par les victimes sur la base des réparations dont la Chambre a été saisie. Les chiffres que je vais mentionner ne constituent donc pas un montant susceptible d'être alloué aux victimes invoquant les préjudices en question. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Chambre rappelle que les attestations de résidence produites ne précisent pas le type de maison ni l'état de ces maisons. Par conséquent, la Chambre estime qu'il est approprié de retenir un montant minimum et fixe ainsi la valeur du préjudice lié à la destruction d'une maison à $600. La Chambre tient compte du fait que lors de son analyse des demandes en réparation, elle n'a pas été en mesure de constater les caractéristiques des annexes. Elle retient donc que le préjudice matériel lié à la destruction d'une annexe représente $100. La Chambre évalue le mobilier de base pour 7 personnes à $500 pour chaque maison. Concernant les affaires personnelles, la Chambre constate que les demandeurs ont allégué uniquement le pillage de vêtements et de fournitures scolaires. La Chambre rappelle que, faute d'éléments de preuve précis, elle n'a pas été en mesure de constater quelles étaient les affaires personnelles qui avaient été perdues. Par conséquent, le préjudice lié à la perte d'affaires personnelles est évalué ex aequo et bono à $75 par personne. Lorsque la Chambre n'a pas été en mesure de constater le type et la quantité exacte de bétail que le demandeur possédait, le préjudice lié à la perte de bétail est évalué à $524, ce qui correspond à la valeur monétaire du cheptel moyen retenu par la Chambre. En matière de récolte, au vu de la grande disparité dans les surfaces possédées, les cultures pratiquées et par conséquent de l'ampleur du préjudice subi par ces demandeurs, la Chambre retient la somme de $150 par demandeur, ce qui correspond à la valeur de 10 piquets de patates douces et de maïs. J'en viens maintenant au préjudice psychologique et à son évaluation. Le préjudice psychologique lié au décès d'un parent proche est évalué par la Chambre ex aequo et bono à $8 000 et le préjudice psychologique lié au décès d'un parent plus éloigné est évalué ex aequo et bono à $4 000. Le préjudice psychologique lié à l'attaque est évalué ex aequo et bono à hauteur de $2 000 par demandeur. Ceci se rajoute, le cas échéant, à la valeur du préjudice psychologique du fait du décès d'un proche. Par souci de clarté, je réitère que les montants que je viens de citer ne sont pas ceux qui pourraient être directement attribués aux victimes, mais seulement ceux
qui ont servi de base au calcul de la Chambre quant au montant total du préjudice subi par l'ensemble des victimes à la présente procédure en réparation. Quelles conclusions la Chambre a-t-elle tirées quant à l'ampleur du préjudice subi par les victimes? Un tableau inclus dans l'ordonnance de réparation retrace les calculs qui permettent de déterminer la valeur monétaire totale pour chaque type de préjudice subi par les victimes. Il comporte ensuite la totalisation de chacune de ces valeurs qui permet de fixer la valeur monétaire de l'ampleur du préjudice subi par les victimes que la Chambre a identifié. La valeur monétaire de l'ampleur du préjudice est de 3 752 620 $. Je répète, 3 752 620 $. Quelle évaluation la Chambre a-t-elle faite de la responsabilité de M. Katanga en propre en matière de réparation? Sur la base de la proportionnalité, la Chambre détermine la portée de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparation et fixe le montant monétaire qui lui incombe à ce titre. La Chambre estime que la situation financière de la personne déclarée coupable dans la présente affaire, M. Katanga, ne peut être considérée comme un facteur pertinent afin de déterminer le montant monétaire lui incombant au titre des réparations. S'agissant de la part relative de M. Katanga dans l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs, la Chambre note que la Chambre de première instance 2, dans sa composition antérieure, a constaté en 2014, au-delà de tout doute raisonnable, que l'attaque de Bogoro avait pour objectif, je la cite, « d'éliminer la population civile Emma de la localité ». Elle a aussi constaté, au-delà de tout doute raisonnable, je la cite, « le caractère significatif de la contribution intentionnelle que M. Katanga a apportée aux crimes de meurtre, constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'attaques contre les civils, de destruction de biens et pillages, constitutifs de crimes de guerre, et ce, en pleine connaissance de l'intention du groupe de les commettre. » Fin de citation. La Chambre note que la contribution de M. Katanga s'inscrit dans le contexte d'un dessein criminel que partageaient de nombreuses personnes, et que bien que M. Katanga ait occupé la position la plus élevée au sein de la milice Ngiti de la collectivité de Walendu Bindi, au mois de février 2003, il n'a pas été démontré que cette milice constituait à ce moment-là un appareil organisé de pouvoir et que celui-ci exerçait sur cette milice un contrôle tel qu'il puisse exercer un contrôle sur les crimes au sens de l'article 25.3a du statut. La Chambre rappelle que la portée de la responsabilité de la personne reconnue coupable doit être proportionnelle au préjudice causé et notamment à sa participation à la commission des crimes dont elle a été reconnue coupable dans les circonstances propres à l'affaire. Au vu de l'ensemble des facteurs susmentionnés, la Chambre fixe le montant de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparation sur la base du principe de proportionnalité à la somme de $1 million. Je répète, $1 million. J'en viens maintenant au type de réparation que la Chambre a retenu. La Chambre rappelle que, conformément à la règle 97.1 du règlement de procédure et de preuve, elle peut ordonner soit des réparations individuelles, règle 98.2, soit des réparations collectives, règle 98.3, soit les deux. La Chambre rappelle également que les responsabilités individuelles et collectives ne s'excluent pas mutuellement et peuvent être accordées concurremment. Pour prendre sa décision, la Chambre estime qu'il est primordial de tenir compte des attentes et des besoins des victimes
tels qu'ils ont été exprimés lors des différentes consultations. La Chambre tient compte, en outre, des facteurs indiqués dans le règlement de procédure et de preuve, notamment de l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice, du nombre des victimes, de l'ampleur et des modalités des réparations envisagées. Enfin, elle tient compte du montant de la responsabilité de M. Katanga qu'elle a fixé. La Chambre rappelle que les réparations devraient être proportionnelles aux préjudices, pertes et dommages tels qu'établis par la Cour, que ces réparations devraient tendre à la réconciliation entre la personne déclarée coupable et les victimes des crimes. Quand cela est possible, les réparations devraient s'inspirer de la culture et des coutumes locales, à moins que celles-ci ne soient une source de discrimination ou d'exclusion, ou n'empêchent les victimes d'exercer leurs droits en toute égalité. À cet égard, la Chambre rappelle que les réparations doivent éviter de reproduire des pratiques ou des structures discriminatoires du type de celles qui ont précédé la commission des crimes. La Chambre considère ainsi qu'afin d'être destinataire de réparations collectives, un groupe ou une catégorie de personnes peut être lié par une identité ou une expérience vécue en commun, mais aussi par le fait d'être victime de la même violation ou du même crime relevant de la compétence de la Cour. En conséquence, les réparations collectives peuvent bénéficier à un groupe, notamment ethnique, racial, social, politique, religieux, préexistant au crime, mais également à tout autre groupe uni par les préjudices et les souffrances collectifs résultant des crimes pour lesquels le condamné a été reconnu coupable. La Chambre considère que dans la présente affaire, il convient d'ordonner à la fois des réparations à titre individuel en vertu des règles 97.1 et 98.2 du règlement de procédure et de preuve, et des réparations à titre collectif en vertu des règles 97.1 et 98.3 du règlement de procédure et de preuve. En premier lieu, la Chambre tient à souligner le fait qu'elle a procédé à une analyse individuelle des demandes en réparation et de chacun des préjudices subis par les victimes de M. Katanga, et qu'en définitive, elle a reconnu que 297 victimes sont éligibles aux réparations dans la présente affaire. La Chambre considère que 297 victimes est un nombre qui permet l'octroi de réparations individuelles sans être préjudiciable à l'octroi de réparations collectives. De plus, la Chambre estime qu'il convient d'ordonner des réparations collectives qui soient ciblées au bénéfice de chaque victime afin de remédier de manière significative aux préjudices subis par les victimes de M. Katanga. Quelles modalités de réparation la Chambre a-t-elle retenues? Après avoir déterminé les types de réparation, la Chambre rappelle que, conformément à l'article 75.1 du statut, elle est appelée à se prononcer sur les modalités de réparation les plus appropriées, basées sur les circonstances spécifiques du cas d'espèce. À cet égard, le caractère approprié des modalités de réparation est déterminé à la lumière des préjudices causés et auxquels les réparations cherchent à remédier. Dans ce contexte, la Chambre tient compte des besoins des victimes. Le représentant légal et la défense concordent sur le fait que soient octroyées 4 mesures collectives et une mesure individuelle. Plus précisément, il propose des réparations individuelles d'1 euro symbolique et des réparations collectives dans la forme d'une aide au logement, d'un soutien à une activité génératrice de revenus, d'une aide à l'éducation et d'un soutien psychologique. La Chambre est d'avis que les 4 modalités suivantes, aide au logement, soutien à une activité génératrice de revenus,
aide à l'éducation, soutien psychologique correspondent bien aux besoins des victimes de M. Katanga et permettent de cibler les réparations au profit de chaque victime. Aux yeux de la Chambre, ces 4 modalités de réparation sont de nature à contribuer de façon significative à la réparation des préjudices que les victimes ont subis, aussi bien individuellement que collectivement. Dans cette optique, la Chambre considère qu'une indemnisation sous la forme d'un montant symbolique de 250 $ doit être accordée à chaque victime de M. Katanga. La Chambre souligne le fait que ce montant symbolique ne vise pas à indemniser les préjudices dans leur intégralité. Cependant, la Chambre estime que ce montant permet de soulager les préjudices subis par les victimes d'une manière significative. En effet, ce montant pourra contribuer à l'autonomisation économique des victimes en leur permettant, par exemple, d'acheter des outils ou du bétail ou de monter une petite entreprise. Les victimes pourront ainsi prendre leurs propres décisions sur la base de leurs besoins actuels. Quelles décisions pratiques la Chambre adopte-t-elle en vue de l'exécution de la présente ordonnance de réparation ? En vertu des dispositions 2 et 3 de la règle 98 du règlement de procédure et de preuve et de la règle 54 du règlement du fonds, la Chambre enjoint au fonds de préparer un projet de plan de mise en œuvre de la présente ordonnance de réparation en faveur des victimes de M. Katanga qui ont été identifiées par la Chambre. La Chambre rappelle que le projet doit respecter les règles 59, 66 à 68 et 69 à 72 du règlement du fonds. Afin de s'acquitter de son mandat de contrôle et de supervision de la mise en œuvre des réparations ordonnées de la façon la plus efficace, la Chambre retient le processus d'approbation du projet qui suit. Dans un premier temps, la Chambre enjoint au fonds de préparer le projet et de le lui transmettre dans un délai de 3 mois à compter de la date de la présente ordonnance de réparation. Ce projet devra contenir un programme décrivant les projets que le fonds entend développer en vue d'exécuter la présente ordonnance dans ses différentes composantes. La Chambre enjoint au fonds de lui fournir des informations concrètes et précises sur ces projets, comportant notamment un descriptif de ces projets, de leurs coûts, de leurs modalités d'adoption et de leur mise en œuvre. Dans ce contexte, le fonds devra élaborer ce projet en se fondant sur toutes les modalités de réparation qui ont été retenues par la Chambre dans la section type et modalités de réparation de son ordonnance. La Chambre rappelle à cet égard que le fonds doit prendre en considération les vues et les propositions des victimes concernant les projets qu'elles estiment les plus appropriés. Dans le cadre du projet, le fonds devra prévoir les mesures appropriées afin de garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique et la protection de la vie privée des victimes afin de tenir compte des différences entre les sexes de manière à ce que les réparations soient accessibles à toutes les victimes. Par ailleurs, il pourrait se révéler nécessaire d'accorder la priorité à certaines victimes qui sont dans une situation particulièrement vulnérable ou qui ont besoin d'une assistance urgente. Une fois que le projet aura été soumis à la Chambre, les parties auront la possibilité de présenter des observations sur les questions touchant leurs intérêts et droits dans un délai d'1 mois à compter de la date de la soumission à la Chambre du projet. La Chambre examinera ensuite le projet dans les plus brefs délais. Elle pourra lui apporter les modifications qui lui paraîtront utiles. La décision de la Chambre approuvant le projet ordonnera au fonds de réaliser celui-ci dans toutes ses composantes individuelles et collectives. Elle lui demandera de lui fournir à intervalles réguliers des indications qui lui permettent de suivre et de superviser l'exécution du projet. J'en viens maintenant à la contribution que M. Katanga peut apporter aux réparations. La Chambre note que l'accusé peut notamment contribuer au processus de réparation en présentant volontairement ses excuses
à des victimes ou à des groupes de victimes de façon publique ou de façon confidentielle. Dès lors, la défense est enjointe de prendre la tâche du fond afin de discuter de la contribution de M. Katanga, s'il le souhaite, aux modalités de réparation, telles que par le biais d'une lettre d'excuse ou par des excuses publiques, ou par l'organisation d'une cérémonie de réconciliation lorsque M. Katanga aura purgé sa peine. Quelle peut être la contribution des États et des autres parties prenantes? La Chambre rappelle que l'article 75.6 du statut dispose que, je la cite, « les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes. » Fin de citation. Dès lors, les réparations accordées par une ordonnance n'exonèrent pas les États de la responsabilité d'octroyer des réparations à des victimes en vertu d'autres traités ou en vertu de leur législation nationale. La Chambre rappelle en outre que les États parties ont l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour et sont invités à faciliter l'exécution des ordonnances de réparation et la mise en œuvre des réparations. La Chambre rappelle que le 28 septembre 2016, la République démocratique du Congo a manifesté un intérêt à participer à la présente procédure. Dès lors, la Chambre enjoint au fond de tenir compte de la requête du représentant légal et de prendre contact avec la République démocratique du Congo en vue d'établir de quelle façon cette République pourrait contribuer au processus de réparation. Quelles sont les dispositions que la Chambre prend en matière de financement des réparations? La Chambre note que M. Katanga a été déclaré indigent pour les fins du procès. De même, la Chambre note que le greffe a constaté que M. Katanga ne semble posséder actuellement aucun bien ou avoir pouvant être utilisé aux fins des réparations. La Chambre rappelle qu'elle vient de fixer le montant de la responsabilité de M. Katanga en matière de réparation à la somme de 1 million de dollars. Compte tenu de cette situation, la Chambre enjoint au Conseil de direction du Fonds de lui indiquer s'il est disposé à utiliser ses autres ressources afin de permettre le financement et la mise en œuvre des réparations tant individuelles que collectives et de l'informer du dit montant monétaire dans le cadre du projet. La Chambre reconnaît qu'au terme de l'article 56 du règlement du Fonds, la décision d'allouer ou non des sommes provenant des autres ressources du Fonds afin de compléter le produit de l'exécution des ordonnances de réparation relève uniquement du pouvoir discrétionnaire du Conseil de direction du Fonds. Dans ce contexte, la Chambre note que la règle 56 du règlement du Fonds prévoit que le Conseil de direction fait tout ce qui est en son pouvoir pour gérer le Fonds en prenant en considération la nécessité de prévoir des ressources suffisantes pour compléter les réparations accordées. La Chambre souligne le fait que la somme qui pourrait être potentiellement dévolue aux réparations individuelles ne représenterait qu'environ 7% du montant total des réparations ordonnées. Elle constitue donc une somme modeste. Tel que cela vient d'être mentionné, la modalité de réparation individuelle revêt un caractère symbolique et la somme retenue par la Chambre reflète sa volonté d'accorder aux victimes une reconnaissance individuelle des préjudices qu'elles ont subis. Partant, si le Conseil de direction de fonds décide d'utiliser ses autres ressources afin de permettre le financement et la mise en œuvre des réparations collectives ordonnées dans la présente affaire, la Chambre considère que ces autres ressources pourront également être utilisées pour des réparations individuelles telles qu'ordonnées par la Chambre, sous réserve que le Conseil de direction du Fonds en prenne la décision. La Chambre estime pouvoir inviter le Conseil de direction du Fonds à faire usage de la marge de discrétion que lui accordent les textes et à prendre en compte les dispositions applicables en matière de réparation afin d'octroyer des réparations qui soient significatives pour les victimes. Elle recommande au Conseil de direction du Fonds
d'examiner avec bienveillance la possibilité d'avoir recours à l'indemnisation en dehors des réparations collectives et d'accepter de fournir des ressources pour compléter les réparations individuelles. Je vais à présent lire le dispositif tel qu'il est contenu dans l'ordonnance de réparation que prend la Chambre. Par ces motifs, la Chambre rend à l'unanimité une ordonnance de réparation à l'encontre de M. Katanga. La Chambre constate que 297 des 341 demandeurs ont démontré au standard de preuve de l'hypothèse la plus probable être une victime des crimes pour lesquels M. Katanga a été déclaré coupable. La Chambre décide par conséquent que 297 victimes doivent bénéficier des réparations octroyées dans la présente affaire. La Chambre évalue l'ampleur du préjudice subi par les 297 victimes à une valeur monétaire totale de 3 752 620 $. La Chambre fixe le montant incombant à M. Katanga en matière de réparation à 1 million de $. La Chambre déclare que M. Katanga est indigent aux fins des réparations au jour de la présente ordonnance de réparation. La Chambre ordonne des réparations individuelles, à savoir une indemnisation sous la forme d'un montant symbolique de 250 $, ainsi que des réparations collectives ciblées au bénéfice de chaque victime, sous la forme d'une aide au logement, d'un soutien à une activité génératrice de revenus, d'une aide à l'éducation et d'un soutien psychologique. La Chambre enjoint au fond de préparer un projet de mise en œuvre à la lumière des décisions de la Chambre relatives au type de modalité de réparation qu'il déposera pour le 27 juin 2017 au plus tard et dans lequel il proposera un programme décrivant les projets qu'il entend développer. La Chambre enjoint au représentant légal et à la défense de déposer des observations sur le projet pour le 28 juillet 2017 au plus tard. La Chambre enjoint à la défense de contacter le fonds afin de discuter de la contribution de M. Katanga, s'il le souhaite, aux modalités de réparation. La Chambre enjoint au fonds de prendre contact avec la République démocratique du Congo sur sa possible collaboration à la réalisation et à la mise en œuvre des réparations. La Chambre enjoint à la présidence, avec l'assistance du greffier, de surveiller de manière continue la situation financière de M. Katanga, conformément à la norme 117 du règlement de la Cour. La Chambre enjoint, au vu de la situation financière actuelle de M. Katanga, au conseil de direction du fonds, de lui indiquer s'il est disposé à utiliser ses autres ressources afin de permettre le financement et la mise en œuvre des réparations individuelles et collectives et de l'informer du dit montant monétaire dans le projet. La Chambre invite le fonds à tenir compte, dans le cadre de son mandat d'assistance, chaque fois que cela lui sera possible, des préjudices qu'ont subis les demandeurs lors de l'attaque de Bogoro, en particulier les violences à caractère sexuel qu'elle n'a pas été en mesure de considérer dans la présente affaire. La Chambre enjoint au greffier de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner la publicité adéquate à la présente ordonnance de réparation. Ceci conclut la présente audience. Il me reste à remercier les parties pour leur contribution et pour la qualité de leur travail. Je souhaite également remercier mes deux collègues, la juge Olga Herrera-Carbuccia, le juge Peter Kovacs, pour leur engagement dans notre travail collégial qui nous a permis d'adopter cette ordonnance à l'unanimité. Nos assistants juridiques et nos stagiaires, présents ou non présents, ont fourni un travail considérable. Nous leur en sommes très reconnaissants. Enfin, ensemble, nous souhaitons remercier le Fonds au profit des victimes et tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cette procédure de réparation. Les greffiers d'audience, le personnel des différentes sections du greffe, les interprètes, les traducteurs, les sténographes, les techniciens audiovisuels, les agents de sécurité,
ainsi que nos collègues du département informatique et des services généraux de la Cour. La Chambre tient à souligner que sans la contribution de toutes les personnes que je viens de citer, j'espère ne pas en avoir oublié, la présente procédure n'aurait pu se dérouler sans encombre et avec succès. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.